bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire... C'est une figure historique du hip-hop français, un enfant de la balle qui appartient à une grande famille d'artistes. Il porte un patronyme imposant dans le cinéma français. Bonsoir, Mathias Cassel. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes le fils de Jean-Pierre, le petit frère de Vincent. On vous connaît moins parce que pendant longtemps, vous avez refusé de montrer votre visage. Pour les non-initiés, vous étiez Rocking Squat du groupe de rap mythique Assassin. Aujourd'hui, vous vous racontez dans un livre une sorte d'odyssée photographique. L'ouvrage s'intitule Rocking Squat, chronique d'une formule annoncée. Il y a des photos incroyables de vous, de votre famille, des vieux dessins, des coupures de presse, des vieux billets d'avion et j'en passe. D'où ça vient tous ces trésors, Mathias Cassel ? De ma mine d'or. Mais oui, ouais, vous avez archivé tout ça pendant des longues années ? J'ai retrouvé beaucoup de choses. J'ai pas trop jeté de choses, sans faire exprès. J'ai trouvé, par exemple, la chaussure qu'on voit, c'est ma chaussure. Qu'on voit sur la couverture. Sur la couverture, qui est une Air Jordan 4, très fameux à l'époque. Et je l'ai retrouvée peut-être 3 mois avant de finir le livre, donc c'était pas ça la couverture, dans un vieux sac en plastique. Et donc vous êtes un peu bordélique quand même. Bordélique organisé, en fait. Vous êtes ce qu'on appelle un poulbeau, un titi parisien. Vous avez grandi sur la butte Montmartre, à 130 mètres d'altitude, dites-vous. Quels souvenirs vous gardez de cette époque ? Un des très beaux souvenirs, parce que c'est un peu comme un village. Et surtout à l'époque où moi je suis né dans les années 70, donc c'était encore le vieux Paris, on va dire. Il y avait le moulin de la Galette. Ouais, et puis des courses de tacos, je me rappelle, il y avait le maire de Montmartre aussi qui existait. C'était assez pittoresque. Et j'ai des très bons souvenirs, parce que c'était un air de jeu assez incroyable pour un enfant. Vous racontez la place du Tertre, Apollinaire, Van Gogh, finalement, que vous côtoyez dans votre quotidien. Ça vous construit aussi, ce quartier. En grandissant, j'ai compris, en fait, que j'étais dans un endroit très culturel. Et il y a des vignes à Montmartre. Il y a des vendanges, quoi. C'est incroyable. C'est les seules vendanges qu'il y a à Paris. Et petit, je me rappelle, ça me faisait halluciner d'aller voir les vendanges avec un vin... Je ne vais pas me prononcer sur la qualité. Je ne sais pas s'il existe encore, donc... À consommer avec modération. Mais je ne buvais pas enfant, donc ça va. Quand vous parlez de votre famille, Mathias Cassel, vous parlez de sa tolérance. Je vous cite une maison pleine de références culturelles, vous venez d'en parler également. C'est quoi l'ADN des Cassel ? Dans les personnes que vous avez citées, il y a aussi ma mère, qui est une femme, Sabine, qui est une femme du sud de la France, avec tout un côté méditerranéen, qui est très très important aussi dans la construction de notre famille. C'est-à-dire que médiatiquement, bien sûr, on retient les gens qui sont à la lumière, mais il y a aussi tout ce côté-là, avec tous les cousins, tous les oncles, et tout le terroir, en fait, de là où cette famille arrive. Et c'est ce mélange qui fait qu'on est, je pense, une famille assez libre. Et quand je dis tolérante, c'est vrai, c'est que les gens qui cherchent leur équilibre, et je pense que du côté de ma mère et du côté de mon père aussi, en tant qu'artiste, c'est quelqu'un qui, dans son art, a cherché l'équilibre. On est assez tolérant parce qu'on sait que c'est très difficile à obtenir. Vous avez un regard très tendre d'ailleurs sur votre père. Hein. Vous surtout ma famille. Oui, surtout ma famille. Ouais. Vous avez été marqué par le divorce de vos parents. Comme beaucoup de familles. Ouais, on est au début des années 80. Vous êtes avec votre maman à New York. Et là, vous découvrez un mouvement, le mouvement hip-hop. Pour vous, c'est un choc. Racontez-nous. Un mouvement qui existe depuis plus de 10 ans déjà aux États-Unis. Mais pas en France. Non, pas du tout en France. Qui, tout de suite, comme je parle anglais très, très tôt, je me rends compte que ça a des racines. Donc, je suis tout de suite plongé dans le blues, dans le jazz, dans la soul, dans le rock, dans le combat des Black Panthers Party, dans le American Indian Movement, qui est le combat des Amérindiens. Donc, tout ce choc culturel, social, avec ce mouvement qui est en plein essor, parce que début des années 80, il y a déjà un label qui s'appelle Def Jam aux États-Unis, monté par Rick Rubin et Russell Simons, qui sort Run DMC, Beastie Boys, LL Cool J, qui sont déjà des énormes stars là-bas, dans le graffiti qui est une des grands courants de ce mouvement. Début des années 80, il y a déjà ce crossover entre le ghetto Donc aux ce États-Unis. mélange
Avec Entre des gens comme le Futura ghetto. 2000, comme Fat Fat Freddy, comme Fast 2. Voilà. Alors là, vous nous perdez un peu parce que nous, on n'est pas forcément Je sais. tous des spécialistes. Je sais. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en France, ça n'existait pas. Et vous parlez aussi du hip-hop comme une culture assez finalement positive, assez solaire, qui tranchait beaucoup avec ce que vous connaissiez dans le 18e, qui était beaucoup moins joyeux. Mais je pense que ce mouvement est né vraiment d'un chaos social qui a fait que certains jeunes ont décidé de danser, de peindre, de chanter, de s'exprimer en fait par rapport à des possibilités qu'ils n'avaient pas. Vous êtes également un pionnier de l'art de la rue. Vous en parliez là quand vous parliez des tags, des graffitis, le street art, comme on dit en VO. Comme on dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Est-ce que c'est l'adrénaline? Parce que c'est quand même un peu interdit de peinturer les murs ou les rames de métro. Ouais, c'est ça qui est drôle en fait. C'était complètement interdit et aujourd'hui, il y a des gens issus de cette culture qui vendent des tableaux à 300 000 euros dans les galeries. Donc voilà. Mais tout arrive par la rue. Hein. Même les lois en France ont souvent été obtenues par les gens qui vont dans la rue et qui font que le monde change. Donc, de l'adrénaline bien sûr. Et puis terrain de jeu. Et puis ça permet aussi de ne pas s'emmerder. C'est un vrai terrain de jeu d'aller taguer toutes les nuits dans le métro, dans les catacombes, dans les toits. Ça donne du sens pour un ado qui traîne aussi dans la rue. Oui, bien sûr. Puis ça permet aussi de ne pas tourner en rond et d'avoir un but dans la vie, c'est mettre son nom partout. Alors, vous abordez des sujets difficiles dans vos chansons, comme l'exclusion, la peine de mort, les prisons. Comment est-ce que vous travaillez? Vous dites que le hip-hop a été une vraie porte d'entrée vers la culture. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Il faut faire des recherches, enquêter? Moi, comme on peut le voir dans mon livre, mes bulletins scolaires n'étaient pas fameux. Ouais. C'est le hip-hop et ce mouvement culturel qui m'a permis, par exemple, d'avoir envie de lire, d'avoir envie de m'intéresser à des sujets sur lesquels je serais passé peut-être complètement à côté. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'amener mon public aussi, une fois que j'ai compris l'importance que pouvait avoir l'art sur les gens, d'amener les gens vers le haut et pas un nivellement vers le bas. J'ai toujours... je me suis jamais interdit d'utiliser des mots, par exemple, plus complexes pour que la personne ait une démarche d'ouvrir un dictionnaire, d'aller chercher des références, par exemple, peut-être qu'ils ne peuvent pas connaître. Et je le vois dans le témoignage de mon public. Il y a beaucoup de gens, ils ont ouvert des livres aussi grâce à ce qu'ils ont écouté, vos textes, à chercher des références et tout ça. Ouais. Vous avez abordé également des thèmes qui étaient peut-être un peu moins abordés qu'aujourd'hui. Je pense notamment à l'écologie à l'époque, en fin des années 80, début 90. Vous dites personne ne comprend, même mon entourage, pour eux, ils sont un peu dubitatifs pour ce titre, Sauvons la planète. Ouais, c'est un peu un ovni. Vous parlez déjà d'écologie, vous êtes pionnier aussi là. Oui, parce que j'avais un besoin de... Enfin, pour moi, la Terre-Mère, le Père Soleil, ça a l'air un peu naïf, mais en fait, la naïveté, c'est ce qu'on retrouve chez les enfants. Et je me suis souvent inspiré des enfants et je suis resté un grand enfant. Un petit mot sur le Brésil, parce que vous y vivez une grande partie de l'année, vous dites « c'est ma vie ». Vamos, fala português, si você quer. Qu'est-ce que vous aimez tant? Vous avez même créé un festival là-bas, dans les favelas. Qui vient d'avoir lieu. Vous en revenez? Oui, on l'a fait avec JR cette année, on a fait venir... un grand photographe. Oui, Pharrell Williams aussi, qui est un grand artiste. Anita, qui est une énorme Lilou, qui est champion du monde de break. C'est quoi le but de ce festival dans les favelas? C'est de ramener de l'oxygène à un endroit qui est complètement chaotique. Et je pense que la culture et l'éducation est une clé dans la vie. Et il y a beaucoup de gens qui sont délaissés par ce qu'on appelait les classes sociales, c'est l'exclusion. Et il faut, quand on a encore la force, l'envie... Et les moyens? La bonté, les moyens on ne les a pas, mais on se débrouille. C'est gratuit. On perd de l'argent depuis 6 ans avec mon associé, mais on continue à le faire parce qu'on voit le retour qu'il y a et on voit les sourires. Et alors justement, est-ce qu'en France ça marche pareil? Parce que vous avez voulu créer un festival de culture urbaine dans le 16e arrondissement. Je crois que c'est un peu coincé. Oui, mais on a gagné le procès. Alors, on a été attaqué en justice par une association de riverains qui n'avait pas spécialement envie de voir du hip-hop débarquer au stade Jean-Brun. Dans le 16e arrondissement. Voilà, dans le 16e. On ne savait pas qu'on était dans le 16e. Nous, sincèrement, c'était plutôt le stade qui nous recevait et c'était intéressant par rapport à l'endroit et tout. Et ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu, ça sera quand? En juillet 2020. On travaille dessus. On ne peut pas encore donner vraiment de date. D'accord. Mais en tout cas, ça va avoir lieu. On a gagné le procès. Bon, rendez-vous alors à ce festival de culture urbaine en juillet prochain. Avec grand plaisir. À Paris. Merci Mathias Cassel. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Rocking Squat, chronique d'une formule annoncée. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.